Il y a quelques semaines, j'étais chez une amie pour l'aider avec ses 2 filles dans une période particulièrement difficile. J'ai passé quelques jours là-bas, mais je voulais vous parler d'un moment en particulier. C'était un matin, les petites, elles étaient respectivement à l'école et à la crèche, et moi, j'étais dans la douche. Je savourais, parce qu'on va pas se mentir, les enfants en bas âge, ça laisse pas beaucoup de temps à la vie intérieure en général, donc la douche, c'était vraiment mon moment de calme. Sauf que d'un coup, j'entends des cris. C'est mon amie et elle est en train de hurler. Alors, à travers le mur, à travers le bruit de l'eau qui coule, je distingue pas très bien si c'est des cris de colère, si c'est des cris de tristesse. Je distingue pas très bien les mots, mais peu importe en fait, parce que ce qui compte, c'est que mon amie, c'est vraiment pas son genre de hurler. Mon amie, c'est le genre de femme dont on dit qu'elles sont adorables. Le genre de mère qui lisent des livres sur l'éducation bienveillante, qui s'énervent jamais, qui prennent toujours tout sur elle. Elle colle à tous les standards qu'on attend habituellement de la féminité et de la maternité, vous voyez. Douceur, bienveillance, abnégation, calme, gentillesse. Donc là, mon amie qui hurle, c'est sûr qu'il se passe un truc. Quelques minutes plus tard, du coup, je sors de la douche, l'appart est redevenu entièrement silencieux, donc je me dis qu'elle a dû partir faire les courses comme c'était prévu à la base, mais non. Alors certes, elle est en manteau, mais elle est debout dans la cuisine, complètement immobile, elle fixe un point invisible par la fenêtre ouverte. Elle pleure pas, mais elle a la peau... Mais elle a pleuré, et comme elle a la peau vraiment diaphane, ça se voit beaucoup, donc elle va pas bien. Je sais, le suspense est insoutenable, je l'ai vécu comme vous. Qu'est-ce qui a pu pousser cette amie, qui est si placide d'habitude, à se mettre à hurler d'un coup ? Elle a cassé un biberon. C'est tout, elle a cassé un biberon. Burn-out, définition. Syndrome d'épuisement physique et mental lié à un excès de travail, de stress et de manque de considération. Je vous l'apprends pas, au départ, burn-out, c'est un terme qu'on utilise surtout pour parler du monde professionnel. Mais très vite, on a commencé à l'utiliser aussi pour parler de l'état dans lequel se retrouvaient certaines mères. Tu m'étonnes, excès de travail, stress, manque de considération, c'est le kit de base de la maternité en fait. En tout cas, si tu veux faire ça bien. Et bon courage pour faire ça bien. Déjà, les critères de la bonne mère, ça change approximativement tous les 3 ans, tous les 2 kilomètres, et ça varie encore en fonction de si tu parles à ton pédiatre ou à ta belle-mère. En gros, ça revient à jouer à un jeu dont on t'a jamais vraiment expliqué les règles qui en plus changent tout le temps et sans qu'on te le dise. Alors il n'y a pas de miracle, tu vas échouer, c'est impossible d'être une bonne mère. Sauf que, et attention, c'est là que ça commence à relever du numéro d'équilibriste, peu importe qu'on attende de toi une performance aussi précise que de réciter de tête les 250 premières décimales de pi, tu y es quand même obligatoirement tenu. C'est pas optionnel d'être la mère parfaite. C'est pas optionnel de te sacrifier entièrement, de te dissoudre complètement dans la maternité. C'est même pas un truc pour lequel on va te remercier ou te féliciter. Non, c'est le minimum requis. Ainsi, chère mère, tu seras automatiquement tenue responsable du moindre pas de côté de ta progéniture, et ce, jusqu'à ta mort. S'il a une maladie dégénérative, par exemple, c'est parce que tu l'as pas assez désiré in utero. S'il a moins de 15 ans maths, c'est parce que tu l'as pas allaité, et ça je rigole pas, je l'ai lu dans une brochure de l'OMS. Si c'est un gros relou, c'est que tu l'as trop couvé, et je suis sûre qu'un jour on te dira que s'il porte des chaussettes dépareillées, c'est parce que tu lui as pas fait des petits pots maison quand il était bébé. Bref, t'as compris l'idée, être une bonne mère c'est impossible, et en même temps, c'est le minimum requis. Alors je sais bien, on avait dit à l'impossible nul n'est tenu, mais toi si, voilà, j'espère que ça te met pas trop la pression. À l'impossible, nul n'est tenu, du coup je me suis renseignée. À la base, c'est un adage juridique latin. Je ne vous ferai pas l'injure de vous le réciter en VO. Mais bref, le truc, c'est un pilier de notre droit. On l'a théorisé il y a plusieurs milliers d'années et il s'applique toujours pas aux femmes. C'est un délire quand même. Alors moi, en tant que féministe extrémiste, ma théorie, c'est que la maternité, c'est le lieu ultime de l'exploitation des femmes. C'est le prétexte idéal pour justifier leur sacrifice entier et absolu, leur dévouement total. Et on les oblige même pas par la contrainte ou quoi, c'est plus subtil que ça, c'est juste une pression extrêmement violente, absolument permanente et systématiquement contradictoire. Pour beaucoup de sociologues du féminisme, c'est un retour de bâton du patriarcat. Parce que cette pression de la société sur les mères, cette image de la maternité complètement sacrificielle comme ça, c'est assez récent en fait à l'échelle de l'histoire. Ça date de l'acquisition des droits reproductifs par les femmes. Et ça, c'est une constante de l'avancée des droits des femmes en général. Plus on gagne de batailles sur le terrain légal, par exemple, plus la pression sociale se renforce. Ça a même été théorisé, c'est le fameux backlash de Suzanne Faludi.
Donc plutôt, je parlais de burn-out maternel. Ça, c'est un terme assez récent, mais il désigne un phénomène qu'on observe depuis déjà un moment. Dès les années 50, la journaliste féministe Betty Friedan parlait de « la femme mystifiée ». La femme mystifiée, c'était le nom qu'elle avait donné à une forme de dépression qui touchait à l'époque énormément de mères au foyer aux États-Unis. Des mères au foyer qui se perdaient complètement dans cet idéal de don de soi qui est finalement complètement nébuleux. La femme mystifiée. Je trouve cette expression particulièrement parlante. Donc depuis tout à l'heure, je blague sur les exigences absurdes qui pèsent sur les mères, mais évidemment, c'est bien plus sérieux que ça. C'est une forme de contrôle social. Il ne fonctionne que par suggestion, mais il est très efficace quand il s'agit de rappeler à l'ordre les mères sur les comportements qu'on attend d'elles. Alors tout ça pourquoi au final ? Tout simplement pour vous dire que s'effondrer parce qu'on casse un biberon, c'est triste, mais c'est vraiment normal. Parce que c'est inhumain la pression qu'on met sur les mères, et elles sont nombreuses à avoir l'impression de jongler à 17 balles sur une corde au-dessus du vide. Un biberon cassé à 10h30 dans une matinée de semaine, c'est de nouveau du fracas et du bordel dans les quelques heures de calme et d'ordre qu'on s'aménage quand les enfants sont absents. Un biberon cassé dans une matinée millimétrée, ça veut aussi dire qu'en plus de la vaisselle, du ménage et des courses, va falloir balayer les éclats de verre, et proprement, parce que sinon il y en a un qui va s'en enfiler un dans le pied, et racheter un biberon avant le déjeuner. Et ça veut dire que les pauvres 20-30 minutes qu'on avait réussi à extraire de tout ça pour, je sais pas, prendre une douche un peu plus longue, boire un café en scrollant sur Instagram, fixer le plafond, ce que j'appelle moi la vie intérieure, mais chacun son truc, ces 20-30 minutes-là, elles vont encore sauter. Franchement, je comprends le désespoir de mon ami. Moi aussi, j'ai failli pleurer ce matin-là. Alors venez, on dit qu'on lâche un peu la grappe aux mères. Et aussi, on arrête de se raconter que les traquer en permanence comme ça, jusqu'à les pousser à la dépression nerveuse, littéralement, c'est pour le bien de leurs enfants. Parce que, 1, ça n'a jamais épanoui aucun enfant d'avoir une mère malheureuse. Et 2, les mères sont des êtres humains aussi. Je sais que c'est dingue, mais c'est pas interdit d'avoir un peu d'empathie pour elles de temps en temps. Voilà. J'espère que vous attendez pas une fin heureuse à mon histoire, parce qu'il y en a pas. La vérité, c'est que j'avais la gorge serrée quand j'ai trouvé mon amie comme ça. Je lui ai juste dit d'aller prendre l'air, qu'elle respire et qu'elle s'inquiète pas, que j'allais m'occuper des derniers morceaux de verre, que j'allais aller faire les courses et que j'allais faire la sortie de l'école. Et elle, elle est allée racheter un biberon. En plastique le biberon parce qu'on n'est pas maso non plus, hein, et qu'à l'impossible, nul n'est tenu.